Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, un petit mot, je suis effectivement historien. Alors d'abord, l'histoire la plus proche, c'était en 2002. Je venais de terminer la présidence, d'achever mon mandat de président du comité scientifique de ce que l'on appelait alors le Musée des sciences et techniques de Parenville, une idée du président de l'époque, Hervé Asquin, président du conseil d'administration, qui nous avait demandé, à mon complice Walter Stavelot, le grand vulgarisateur que vous entendrez demain et qui est parmi nous ce soir, qui nous vient spécialement des États-Unis, nous avait demandé d'imaginer un musée des sciences sur le campus de Parenville, dans une ancienne bergerie désaffectée que l'ULB venait de recevoir. Et donc, en 2002, j'achevais ce mandat et c'est à ce moment-là que Christian Peters, qui était à l'époque le président de l'extension, m'a croisé et m'a demandé si, du fait de ma toute petite expérience en matière de vulgarisation, je ne serais pas intéressé à intégrer le bureau de l'extension. Or, dans un moment d'égarement, je lui ai dit oui. Et voilà, je n'ai pas réfléchi davantage. Et puis Christian Peters, ceux qui le connaissent le savent, c'est un homme extrêmement fin, très diplomate, très intelligent aussi. Quelques jours après, il est revenu et il m'a dit « Ah mais c'est bien, ta candidature est acceptée, donc tu vas devenir vice-président de l'extension », ce qu'il ne m'avait pas précisé dans un premier temps. Et puis il a ajouté, en fait, l'habitude à l'extension, Pascal, prépare-toi, c'est que le vice-président devient souvent le président suivant. Et puis il m'a dit, mon mandat s'achève dans quelques mois, et c'est ainsi que j'ai été pressenti comme président de l'extension. Je dois dire que pendant quelques semaines, je peux la reconnaître aujourd'hui, je me suis demandé comment j'allais me sortir de cet engrenage de manière diplomatique et essayer de... parce que je pensais que c'était tout de même un risque de m'engager là-dedans. Et lorsque j'ai assisté au premier conseil d'administration de l'extension, j'ai immédiatement été séduit. J'ai été séduit de rencontrer dans ce conseil d'administration des personnes qui venaient d'un peu partout à travers la Wallonie, qui 3 fois par an, 3-4 fois par an se réunissaient à l'ULB, mangeaient des très beaux sandwichs en soirée et discutaient de centaines de conférences que l'on organisait un petit peu partout en Wallonie. Et j'ai été séduit, j'ai été impressionné de voir ces gens qui bénévolement, simplement parce qu'ils aimaient l'ULB, dépensaient ainsi du temps, de l'énergie et dont on ne parlait quasi jamais. Et vous comprenez qu'à la fin de ce conseil d'administration, je me suis dit, je vais donc accepter ce mandat. Encore que l'extension, je vous avoue bien que quand Christian Peters m'en a parlé la première fois, je ne savais pas trop ce que c'était. Et le mot est un petit peu particulier, vous le reconnaîtrez. Voici une dizaine d'années, j'ai proposé à un étudiant en histoire, enfin j'ai mis dans ma liste des sujets de mémoire l'histoire de l'extension de l'ULB. Et un étudiant a pris le sujet et quelques semaines plus tard, il est venu me revoir avec une bibliographie impressionnante sur le développement du campus de la Plaine. Parce qu'évidemment, l'extension de l'ULB, voilà, il a compris cela comme ça. Il a fait par ailleurs un très bon mémoire, mais je n'ai jamais eu mon mémoire sur l'histoire de l'extension de l'ULB. Et vous en conviendrez, le mot est un petit peu particulier. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, à part ceux qui connaissent parfaitement l'extension, sont demandés qu'est-ce que c'est ce mot-là. Et en fait, Jean Dirix, qui a été un des présidents de l'extension, qui était un grand angliciste, soulignait que c'est en fait un anglicisme. C'est un anglicisme parce que le mot extension est né en Angleterre. C'est à l'université d'Oxford en 1873 qu'il y aurait eu la première extension. Alors, de quoi s'agissait-il? Eh bien, l'idée, c'était de donner des cours à l'extérieur de l'université, de donner des cours, d'organiser des enseignements pour des personnes qui n'étaient pas régulièrement inscrites à l'université pour toutes sortes de raisons. L'idée, c'était déjà de faire sortir le savoir universitaire des murs de l'université pour informer, pour discuter, pour renforcer la diffusion de ce savoir scientifique. Et donc, l'idée s'est rapidement développée dans les années 1880 en Angleterre et puis
aux États-Unis, avec deux types d'organisations. Soit il s'agissait le plus souvent de cours très spécifiques, de modules de cours, 6 à 12 cours, qui se terminaient par un examen, soit il s'agissait de cours plus généraux que suivaient, sans avoir d'examen à la fin, un certain nombre de personnes. C'est cette formule qui a été reprise en Belgique. Pas immédiatement par l'ULB, parce que la première extension en Belgique s'est développée à l'Université de Gand en 1892, et ici, à l'ULB, l'extension universitaire voit le jour en 1893. En 1893, c'est une série de personnalités, dont l'historien Leclerc, que les historiens connaissent bien, mais aussi des personnalités comme Émile van der Velde, par exemple, qui vont jouer un rôle important, et le recteur Hector Denis, qui vont jouer un rôle important dans le développement de cette extension universitaire. Ce sont surtout donc des professeurs, mais aussi des étudiants, d'anciens étudiants, qui estiment qu'il faut diffuser la culture scientifique, mais en même temps, on l'a dit, le recteur l'a rappelé, en même temps, les principes du libre examen. Mettre les deux ensemble et faire un certain nombre de communications autour de cela. Et ces professeurs vont donc être très actifs, sauf que on est en 1893, c'est une période un peu difficile pour notre université. Vous le savez peut-être, il y a une division dans l'université à l'époque, une université nouvelle a vu le jour, et la plupart des membres de l'extension universitaire se sont ralliés à cette université nouvelle. Dans un premier temps, ils ont estimé que tout le monde pouvait participer, mais les autorités de l'ULB traditionnelle, je dirais, ne l'entendaient pas ainsi, et donc ils ont interdit aux professeurs de continuer à collaborer avec l'extension universitaire. C'est pour ça que vous êtes peut-être dit, il donne une date 1893, si on compte 125 ans, on s'est trompé d'un an pour fêter notre anniversaire. Non, l'extension que nous connaissons aujourd'hui est bien née en juin 1894, mais c'est une création concurrente à la première extension universitaire, et les deux extensions ont d'ailleurs vécu pendant quelques années de manière parallèle. Cette extension a eu une activité assez importante. Elle a développé des sections un peu partout à travers le pays, des sections qui organisaient donc dans un premier temps essentiellement des cours. Et puis à partir des années 1900, on a vu une évolution vers les conférences, de plus en plus de conférences. En 1927, les conférences représentent déjà 2/3 des activités, juste un tiers de cours, 2/3 des activités, et après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a quasi plus de cours. Ce sont uniquement des conférences sur un thème précis. Je dis quasi plus car l'extension a toujours gardé l'idée de développer les enseignements. Dans les années 2000, par exemple, il y eut ce que l'on a appelé la formation ouverte de philosophie organisée à Charleroi. Et donc, l'extension s'est ainsi développée avec tout de même un nouveau petite difficulté. En 1969-1970, vous le savez, c'est la naissance de la VUB, et donc les sections flamandes vont rejoindre l'Uitstraling, qui existe toujours à la VUB et qui s'est organisé avec le Centrum voor Permanente Vorming et qui forme toujours une organisation spécifique, et les autres sections sont restées avec l'ULB, donc les sections francophones, et à partir de ce moment-là, l'extension a une série de sections, donc à Bruxelles et en Wallonie. L'étape suivante, c'est en 1973, où l'extension se transforme et devient une ASBL. Et la raison, c'est notamment pour aller capter un certain nombre de subsides. En 1977, elle devient une organisation de formation continue, de formation permanente, ce qui lui permet d'obtenir un certain nombre de subsides. Voilà donc une série d'éléments qui permettent d'expliquer un peu le développement de cette extension. Voici exactement 25 ans, un certain nombre de collègues se réunissaient et organisaient le centenaire de l'extension en 1994, avec cette petite publication où on a un texte du président de l'époque, Hervé Asquin, qui présente
ce que fait l'extension et quels sont les développement. Alors je terminerai simplement en disant que l'extension, vous l'avez compris, c'est d'abord et surtout un grand mouvement enthousiaste de personnes complètement dévouées à la vulgarisation scientifique. J'ai dit mon émotion lorsque j'étais au premier conseil d'administration de voir toutes ces personnes attachées à l'ULB. Je pourrais dire aussi que j'ai toujours été impressionné du nombre de collègues qui s'impliquaient dans l'extension. Et puis, bien sûr, l'extension, ce sont aussi des personnes qui la font tourner. Alors, on a une secrétaire de l'extension qu'on appelle bien improprement secrétaire, parce qu'en fait, on devrait sans doute l'appeler la directrice générale. J'ai eu le plaisir de travailler avec cette personne que les membres de l'extension connaissent bien. C'était à l'époque Michel Scoï qui nous fait l'amitié d'être ici. Et maintenant, c'est Violaine Cizère qui joue un rôle essentiel, puisqu'elle a joué un rôle très important dans l'organisation de cette conférence et elle est le point de contact avec tout le monde. Donc, c'est cet ensemble d'activités réunies autour d'un bureau, présidé aujourd'hui par Nathalie Verbruggen qui va vous dire un petit mot dans un instant. Mais vous l'avez compris, c'est aussi une immense amitié qui lie toutes ces personnes et qui fait que nous sommes tellement contents de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Je vous remercie.